Bonjour, voici une toute nouvelle vidéo de la section Pourquoi et comment de notre chaîne Aksanti Channel. Ici, nous allons nous intéresser à l'un des outils d'auto-guérison, peut-être les plus puissants d'ailleurs, outil de relaxation également, un outil accessible à tous. Et il s'agit de notre propre voix et des sons que nous émettons. Avec Valentina Vital et Alexandre Delahoutre, tous deux chanteurs et compositeurs, nous allons partager sur comment utiliser votre voix, les sons, les harmoniques générées par le chant pour que cela soit effectivement un outil d'auto-guérison, aussi bien pour notre croissance personnelle, mais également pour le collectif. Vous avez peut-être déjà participé à des soirées mantras, des cercles de chant, des moments de danse, de regroupement où on est tous ensemble et où on danse pour la paix, ou bien on envoie nos intentions d'amour pour le monde. Donc des endroits où il y a prière et offrande, donc il y a son, et bien souvent, dès que les humains se rassemblent, vous savez, ça c'est depuis les origines de l'humanité, dès qu'un groupe d'humains se rassemble, très rapidement, le chant, enfin la voix en tout cas, et la danse font partie de la fête. Il y a un proverbe africain qui dit lorsqu'un groupe chante ensemble, lorsque des personnes chantent ensemble, elles ne peuvent plus se disputer. Et c'est intéressant de ce proverbe-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quelque chose se passe à partir du moment où on chante. Si on chante, qu'on le veuille ou non, même si on a une respiration très courte, par le souffle, ça appelle à la respiration, donc quelque chose s'approfondit dans notre respiration. Quelque chose petit à petit, même si ce n'est pas fait consciemment, va commencer à descendre au niveau du cœur. Et en fait, ce sont les fréquences du cœur qui s'amplifient. Et à partir du moment où la fréquence du cœur s'amplifie, ce sont effectivement des forces vibratoires et des fréquences vibratoires qui sont beaucoup plus hautes et qui appellent à l'empathie, qui résonnent avec la compassion. Vous savez, il y a une phrase aussi qui dit que lorsque 2 ou 3 d'entre vous seront réunis ensemble, bien, je serai le troisième. Et ce troisième-là, ce sera le lien, la relation, ce qui nous unit, et ça, ce sera l'amour. Et effectivement, aujourd'hui, avec toutes les études qui ont été faites au niveau des fréquences vibratoires, du quantique notamment, oui, on peut se rendre compte que le cœur est un cerveau par lui-même. La fréquence vibratoire du cœur est une des fréquences les plus élevées. Et c'est ce qui se passe, même si on ne le conscientise pas, dès qu'un groupe se réunit et qu'il chante et que la voix se manifeste. Pour vraiment bénéficier de ce côté élévation des fréquences vibratoires, l'idéal évidemment serait que le groupe qui chante ensemble, que chacune des personnes qui chantent ensemble puisse avoir cette connaissance de comment transformer ce corps qui vient peut-être, qui sort de sa journée du quotidien, qui vient du bureau et qui se retrouve dans un cercle de chant et qui est là avec tout le stress de la journée. Comment transformer ce corps qui est dans ce stress de la journée en un corps qui s'ouvre, un corps qui respire, un corps qui devient résonance et où le son venant de l'intérieur va se mettre à faire vibrer tout le cosmos à l'intérieur du corps. Oui, c'est possible et c'est ce que nous allons voir avec le son par le partage de Valentina et d'Alexandre. Et en fait, c'est exactement la même chose qui se passe dans la danse. Dans la danse avec Energetic Healing Dance, c'est ce qui est proposé, c'est que notre danse devienne une danse qui, de l'intérieur, ouvre l'ensemble de nos corps énergétiques, nous donne une expansion et que c'est l'énergie vitale qui commence à circuler à l'intérieur en nous faisant nous agrandir, en laissant notre être prendre de plus en plus d'expansion à l'intérieur et en laissant totalement la vibration nous mettre en mouvement. Alors, avant d'aller voir les détails de ces points-là, je vais juste vous partager quelques informations sur la méditation en général. Parce que finalement, lorsqu'on se met à danser comme cela devient une sorte de méditation dansante. Lorsqu'on se met à chanter tous ensemble
avec cette vibration du son, cela devient une méditation sonore. Et donc, c'est ce que nous allons vous proposer, aussi une formation sur méditation sonore et dansante. Car il suffit de quelques points importants, effectivement quand même importants à connaître, pour vraiment switcher et basculer vers quelque chose qui vibratoirement nous donne un accès cosmique, un accès d'auto-guérison totalement différent. Je me propose de d'abord vous citer quelques bienfaits de la méditation, des bienfaits qui aujourd'hui sont argumentés, et documentés et débattus par le monde scientifique. Je ne vais faire que les citer parce que si vous voulez un peu plus de détails, vous pouvez aussi les retrouver en allant sur notre groupe Facebook Apesra. Il y a une rubrique qui s'appelle Guide et dans cette rubrique, que ce soit dans la section Trans et guérison ou dans la section Musique et son thérapie, vous retrouverez des tas d'articles qui vous parlent de la puissance du son, des études qui ont été faites au niveau du cerveau, des états de conscience modifiés, et tout s'y trouve. Donc moi, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo de rentrer dans ces détails-là, donc je vous renvoie à notre groupe Facebook, mais par contre, moi je me propose de vous citer quand même juste pour vous remémorer quelques-unes des possibilités. La méditation, ce moment de retournement de l'attention à l'intérieur, a des effets sur la relaxation, parce qu'effectivement, petit à petit, on va calmer notre système nerveux. Il y aura donc un effet sur la respiration également, qui va s'approfondir petit à petit. Et comment se calme le système nerveux? Tout simplement parce que par ce retournement de conscience, par le fait que la respiration s'approfondit petit à petit, on se relâche déjà musculairement, eh bien, il y a une action automatique sur le système parasympathique, qui est le système qui est à l'origine de toutes les fonctions de relaxation. Il y a évidemment un impact très puissant sur l'anxiété, le stress, la gestion des émotions. Et pourquoi la gestion des émotions? Parce que le système limbique, qui est responsable des émotions, ce système va être quelque part inhibé au moment de la méditation. Il y a également des effets qui sont aujourd'hui connus et réputés pour l'amélioration des fonctions cognitives, comme pour l'attention et la concentration. C'est une pratique qui module l'activité du cerveau, elle favorise l'activité du cerveau droit, contrairement au cerveau gauche qui lui va être mis un peu en sommeil. Cerveau gauche, je vous le rappelle, est plus lié à la séparation, au détail, à l'analyse des choses, alors que le cerveau droit, lui, nous amène à de l'unité, à de l'unification, d'où effectivement ce sentiment d'avoir plus facilement accès à de la compassion, à de l'unité, à de l'empathie. C'est également une pratique qui module l'activité des systèmes immunitaires et inflammatoires. D'ailleurs, le tout dernier article qui a été posté dans la section guide de notre groupe Facebook parle des études qui ont été faites en milieu hospitalier où la méditation est utilisée comme traitement complémentaire dans les troubles de l'humeur et de la douleur chronique. En plus, la science aujourd'hui nous parle tout de même de la neuroplasticité du cerveau. Ça veut dire que la manière dont les choses ont été codées, je dirais, programmées dans notre cerveau, peut être modifiée. Donc imaginez qu'une pratique qui utilise tous ces bienfaits de la méditation et qui en plus la potentialise par la vibration venant de l'intérieur du son et de la danse, à quel point en fait on construit, on amène l'expérience à un niveau de profondeur et à un niveau de transformation qui est vraiment différent. À présent, avec Alexandre et Valentina, nous allons vous partager quelques clés. Alors, c'est bien plus que des clés, c'est vraiment des petits trésors à savoir sur comment accueillir le son et non le projeter, comment de sortir de cette sacro-sainte peur de rater, de ce mythe de je ne sais pas chanter, ce mythe de oh là là, moi il y a certaines notes je ne sais pas les atteindre, ou c'est trop haut, ou c'est trop bas. Nous allons également comprendre comment notre corps est l'instrument même de la résonance vibratoire, comment faire en sorte que ce corps devienne
deviennent sonores, deviennent le temple qui est le gardien de tout ce trésor sonore. Alors bien sûr ici on en parle. Lors du stage que nous vous proposons en octobre, méditation sonore et dansante, là, ce sera que de la pratique d'ailleurs, parce que c'est des choses qui doivent se vivre, c'est votre corps que vous devez sentir vibrer. Alors c'est un stage, c'est ouvert à tous, mais le but c'est vraiment que ce soit une formation, c'est-à-dire que nous allons vraiment vous donner des détails, des choses particulières que vous pouvez par la suite utiliser, soit parce que vous êtes thérapeute, praticien, intervenant, et que vous accompagnez des groupes, un moment ou un autre dans votre pratique, vous insérez du son. Et si vous insérez du son, mais faites en sorte qu'il soit vibratoire, l'impact que votre groupe aura sur le monde sera phénoménal. D'accord? Et ça crée ce vide qui va ouvrir la première porte. Mais c'est ici aussi, hein? C'est les deux en fait. Peut-être déjà là. Comment accueillir le son? Alors, vaste sujet. Oui. Déjà, le concept en lui-même n'est pas forcément facile à apprivoiser comme ça, parce qu'on a une image quand même, globalement, la plupart des gens ont plutôt une image d'un son qui va sortir de nous. Un son qui va être propulsé, un son qui va être même poussé dehors. Et donc, cette idée d'accueillir le son, souvent, les personnes ont un petit peu du mal à la concevoir. Et pourtant, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental parce que quand on comprend ça, on a déjà compris la moitié du fonctionnement vocal. C'est-à-dire que les cordes vocales sont au niveau de la gorge et clairement, c'est elles qui produisent un son, mais ce son doit se propager dans des résonateurs. Or, le corps a des résonateurs, et il en a 3. Les 2 plus importants sont les poumons et l'estomac. Et ensuite, il y a les sinus, bien sûr. Sauf que, en général, les sinus résonnent très facilement parce qu'ils sont très proches des cordes vocales, mais les poumons et l'estomac qui sont reliés aux cordes vocales, on va dire, par les 2 tuyaux d'orgue que sont l'œsophage et la trachée, sont bien plus loin. Puis il y a un tuyau d'orgue, et puis il peut y avoir tous les serrages du corps, tous les désaxages qui font que tout d'un coup ce parcours vers ces résonateurs pourtant fondamentaux qui vont permettre à la voix d'avoir tout son spectre harmonique, souvent est freiné, la vibration est freinée et donc le son ne peut pas s'épanouir complètement. Et donc voilà, donc c'est vraiment important de comprendre que accueillir le son, ça veut dire déjà avoir une visualisation claire du corps instrument, et parce que la voix humaine est un instrument, voilà, un instrument de musique comme les autres, finalement assez proche de beaucoup d'autres instruments de musique. Et même si, après chaque instrument est unique, mais donc vraiment de comprendre son fonctionnement, de pouvoir le visualiser et de pouvoir travailler les étirements, la dilatation et la conscience musculaire de manière extrêmement concrète, précise. C'est souvent une chose qui fait un peu défaut dans l'approche vocale, c'est que on manque de choses très concrètes. Or, l'instrument est intérieur, donc il n'est pas visible, contrairement à une guitare, un violon, un tambour. Enfin, on voit ce qui se passe, alors que là, on ne voit pas ce qui se passe. Et c'est encore plus important de ce fait d'avoir des repères précis, concrets, qu'on peut travailler, en développer la conscience, en développer éventuellement la tonicité. Et pour donner un exemple, par exemple, dans le cou, on a ces muscles, les sternocléidomastoïdiens, donc qui vont de la base du cou ici à derrière l'oreille. Hein, c'est des muscles énormes, on les a tous, on les voit tous, ne serait-ce qu'en tournant la tête sur le côté, on voit bien ce muscle très puissant qui est un muscle, un des multiples muscles du cou. Ces sternaux, par exemple, en chant, ils sont fondamentaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment chanter sans activer ces muscles. Donc si ces muscles sont mous ou tout simplement non conscients et donc non utilisés au moment de la phonation, on va avoir un son qui ne va pas réussir à se développer en fait. Je m'amuse à aller de plus en plus loin et surtout... La gorge est toujours relâchée. Arrête du tout de la gorge.
Il n'y a pas de tension dans la gorge, on n'ajoute pas des tensions dans la gorge et... C'est un peu comme si vous aviez une guitare en guimauve. Voilà, il y a quelque chose qui manque dans la structure de l'instrument. Mais là, pour le parallélisme avec les instruments, je laisserai la parole à Alexandre, qui est un passionné d'instruments de musique et qui va vous raconter ça bien mieux que moi. On a souvent une mauvaise vision de la diffusion du son parce qu'on est entouré par des haut-parleurs, des membranes qui poussent le son vers l'extérieur de façon directionnelle. Alors qu'en fait, un son acoustique, c'est le contraire. C'est un point d'impact, comme les cordes vocales qui frottent entre elles, et un corps creux qui résonne. Là, on a l'exemple du hang. On voit très bien le corps creux. Et donc, si j'ai un point d'impact sur le résonateur, le son se produit à l'intérieur et se propage de façon sphérique. Si on prend l'exemple d'un petit oiseau posé sur une branche à plusieurs centaines de mètres, le son se fait à l'intérieur et se propage de façon sphérique, et du coup sa propagation est naturelle et ne se dénature pas. Si j'enregistre ce même son du petit oiseau et que je le mets dans une enceinte directionnelle et qui pousse le son va se dégrader très vite. Il faut envisager le son à l'intérieur du corps de la même manière. C'est pour ça qu'on parle du fait d'accueillir ce son pour qu'il puisse prendre toute son ampleur dans le corps et résonner et se diffuser, rayonner tout autour de nous. Et à la fois ouvrir ça et avoir la nuque qui se dégage vers l'arrière. Non, c'est pas super clair. C'est pas super clair. Non. Ça fait un drôle de truc. Ça fait... Alors chez qui c'est pas super clair? Moi, je suis pas sûre. 1, 2, 3. Donc on continue à le faire et en même temps on vient vers vous. Donc, alors déjà est-ce que c'est clair ici? Continuez à le sentir et à le sentir avec souplesse, avec douceur et sentir que ah oui ça marche, il y a un truc là, il y a un truc là qui s'ouvre. Alors, la peur de rater un son, la peur d'avoir une voix qui se met à chevroter, qui se met à dérailler, de chanter faux, en fait... En 40 ans de travail vocal avec les gens, je peux dire que 90% des personnes ne sont pas à l'aise dans leur voix. Et c'est vraiment dommage parce que pourtant ça fait partie de notre nature. C'est vraiment quelque chose, je pense que chaque être a un chant en lui, a un instrument, enfin c'est pas je pense, c'est une évidence, et qu'il n'y a pas les chanteurs et les non-chanteurs. Il y a ceux qui l'ont expérimenté, qui l'ont exploré, et ceux qui ne l'ont pas exploré. Certes, il y a des voix qui sont très importantes, très imposantes, très puissantes, d'autres qui vont être toutes fines, mais il y a des piccolos, il y a des contrebasses, et il y a des violons, il y a des piccolos, et il y a des grandes flûtes. Voilà, c'est pas parce qu'une chose est moins époustouflante qu'elle en est moins belle pour autant. Et je pense que c'est très important de remettre cette place du chanteur au cœur de chaque être. Et donc rater, c'est aussi lié au fait de pousser, de faire le son. Si c'est nous qui faisons le son, alors on peut rater. On peut rater notre son. Mais si c'est pas nous qui faisons le son, parce que finalement, quand on comprend le mécanisme sonore, enfin comment fonctionnent les cordes vocales, on se rend compte que c'est un fonctionnement extraordinairement subtil et complexe. Et en fait, le meilleur moyen de faire que ces cordes vocales puissent vibrer, on va dire, magnifiquement, c'est en fait de les laisser faire le plus possible. Mais pour cela, il faut leur donner, je dirais, une place et une conscience à la hauteur de ce qu'on souhaite, quoi. Et donc effectivement, si on laisse faire, on laisse faire le son, mais par contre on crée l'instrument, c'est-à-dire qu'on travaille sur le bois de l'instrument, on est les luthiers de notre instrument. Donc effectivement, ce qu'on peut rater, c'est qu'on peut ne pas ouvrir assez, par exemple, ou ne pas étirer assez, ou ne pas être suffisamment dans l'axe. Ça oui, mais là ça s'apprivoise, ça s'expérimente, ça se développe.
Donc finalement, on rate pas, on est en train d'apprendre. C'est pas du tout la même chose que si on fait et que là on va à la fameuse note qui est peut-être plus difficile ou quoi, et on la rate. Alors là on la rate, mais en fait c'est toute la vision qui est fausse en fait. C'est pas juste l'idée de la note qui est ratée ou de la peur de rater, c'est vraiment la vision qui est fausse. On n'a rien à rater, on a à accueillir ce son. Voilà. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de peurs qui tombent quand on comprend mieux le fonctionnement et quand on voit aussi à quel point il y a quelque chose de facile dans la phonation. Quand l'instrument est bien en place, il n'y a pas d'effort. Il y a un effort musculaire, oui, ça oui, il y a un effort d'étirement, mais il n'y a pas de difficulté vocale. On a l'instrument qu'on a et on chante avec cet instrument et on est sonore avec cet instrument et tout est en ordre. C'est trop bien. Vous pouvez mettre vos deux mains sur l'omoplate aussi. Et en fait, quand on est comme ça, expérimenter le fait de pas être dans la volonté vocale, de pas être dans le truc que je fais le son. C'est trop génial. C'est vraiment, franchement, quand vous êtes là. Comment faire en sorte que le corps soit parfaitement résonant. Si on veut faire l'analogie avec la guitare, on a un manche, on pourrait le visualiser dans notre nuque. On a les corps creux qui sont ici les sinus, les poumons et l'estomac qui peuvent être ici représentés par la caisse. On a la rosace qui peut être le cou, où se situe la trachée et l'œsophage, et nos cordes vocales qui vont vibrer parfaitement dans l'axe de nos deux tuyaux d'orgue qui mènent aux résonateurs principaux. Si la corde est mal tendue, le son ne se fait pas. Si le manche est mal ajusté ou trop mou, le son ne se fera pas non plus. Ici, c'est parfaitement ajusté. Si j'étouffe les cordes, aucun son ne se fait. Si vous faites la même chose avec une guitare électrique, rien ne se produit. Imaginez cette contrebasse sans son corps, il n'y aurait pas de son. Donc c'est intéressant de se visualiser comme un instrument. D'ailleurs, la contrebasse même peut avoir la même, ou un violoncelle peut avoir la même taille que le corps humain. Et donc de créer de l'espace avec ne serait-ce que des micro-mouvements de dilatation pour obtenir un son plein, parfaitement reçu, qui est à l'image de l'émanation universelle sonore, puisque tout est vibration, on peut connecter cette dimension vibratoire universelle. Et ça fait que c'est facile vocalement. Moi, je fais beaucoup de rééducation vocale. J'ai beaucoup accompagné des gens pour rééduquer leur voix, aussi bien des chanteurs d'ailleurs que des gens qui utilisaient leur voix professionnellement, mais leur voix parlée dans leur métier, et qui avaient des problèmes d'aphonie ou voilà. Et c'est en fait rarissime d'avoir des personnes qui chantent faux. Il peut y avoir un gros problème d'oreille, un accident, une explosion, quelque chose qui a endommagé l'oreille, qui fait que du coup l'oreille ne peut pas entendre la fréquence correctement, donc elle ne va pas envoyer la bonne information au cerveau, et donc forcément il va y avoir un problème dans l'information passée, et auquel cas on aura effectivement un problème de justesse. Mais dans vraiment la plupart des cas, c'est un problème d'ajustement. On le comprend très bien là encore en faisant un parallèle avec un instrument de musique. Si les cordes ne sont pas assez tendues, la note est fausse. Mais si le cou il est serré et que du coup les cordes elles sont recroquevillées et elles ne peuvent pas se tendre comme elles veulent, je serre exprès ma gorge pour montrer à quel point pas grand chose, une simple pression sur le cou change complètement le son de la voix. Le son de la voix, clairement, si l'instrument n'est pas en place, très souvent,
il suffit d'un millimètre, parfois d'un dixième de millimètre, de rien, de presque rien. C'est ça aussi qui est assez étonnant dans le corps, c'est que c'est vraiment des fois pas grand-chose, mais ce pas grand-chose fait une grande différence et ça fait que la corde ne peut pas vibrer à la fréquence souhaitée. Et donc très souvent on règle des problèmes de fausseté vocale en une fois. Après ça ne veut pas dire en une compréhension, une fois qu'on a compris quoi. Après bien sûr il va falloir le travailler pour garder cette ouverture vocale, pour construire vraiment son instrument, qu'il soit solide, qu'il soit là, quelle que soit la fragilité émotionnelle du moment ou les mauvaises conditions, etc. Mais donc chanter faux, pour moi, c'est rarissime. Alors qu'on pense que tout le monde chante faux. Après l'interdiction, pour ce qui est de l'interdiction d'être sonore, je dirais, là c'est vraiment une interdiction presque vibratoire. Hein. Pour moi c'est aussi grave que de dire à quelqu'un tu respires mal, arrête de respirer quoi. Bon ben on dit pas aux gens tu respires mal, arrête de respirer. Mais pourtant on dit aux gens tu chantes mal, arrête de chanter. Et pourtant être vibratoire, c'est fondamental, ça fait partie de l'expression de tout notre être et de castrer ça, parce qu'il s'agit bien de castration. Hein. Quand on dit à un enfant, quand on exclut un enfant d'une chorale parce qu'il chante faux, quand on dit à un enfant, mais tais-toi, tu chantes, tu parles trop fort, arrête de chanter, tu m'agaces, enfin, on peut dire toutes sortes de choses. Alors là, je peux avoir des exemples par milliers de personnes qui m'ont, voilà, qui m'ont partager le fait que dans leur enfance on leur avait demandé de pas chanter quoi. Donc voilà, je pense que beaucoup de gens ont peur de faire pleuvoir ou en tout cas c'est surtout cet interdit du fait qu'on n'est pas chanteur, qu'on n'a pas cette voix innée. Pour moi c'est aussi absurde aussi que de dire à un enfant à la 3e fois qu'il chute après avoir essayé de marcher au tout début de la marche de dire non mais arrête, tu sais pas marcher là, arrête de marcher. En fait il faut expérimenter, il faut développer, il faut conscientiser, donc oui, non, pas d'interdits vocaux, s'il vous plaît, pas d'interdits vocaux, c'est merveilleux, puissent toutes les voix s'exprimer et vibrer. Oui. Et donc tout le travail pendant le stage, pendant cette formation thématique, c'est vraiment accueillir, autoriser. C'est ça, c'est vraiment conscientiser, comprendre, déjà mentalement comprendre le fonctionnement vocal, ensuite le ressentir, pouvoir l'identifier de manière très claire physiquement dans le corps, avoir des outils précis qui vont nous permettre, quand on est seul face à son instrument, d'être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Et là, il y a des choses simples, des choses vraiment concrètes qui permettent de faire évoluer la voix sur le bon chemin, quoi. Et donc, toutes ces choses extrêmement simples, concrètes, vont permettre aux personnes de développer leur potentiel vocal. Avec Alexandre et avec Valentina, on s'est vraiment retrouvés autour de cette passion pour la vibration, pour la musique, pour la danse. Et donc, vous comprenez que tout ce qui vous a été expliqué là, c'est ce qui vous permet également de laisser ce corps, cette vibration, lorsqu'elle émane de vous, vous mettre en mouvement. C'est-à-dire que cette énergie vitale, parce qu'il va y avoir énormément d'énergie dans cette vibration, c'est l'énergie de tout le cosmos, vous imaginez. Donc, lorsque ces énergies-là vont se mettre en vibration, ce sont toutes vos cellules qui vibrent et l'univers est mouvement. À partir du moment où vous pouvez laisser dans une danse ce mouvement se mettre en expansion, c'est exactement ce que nous voyons dans Energetic Healing Dance, cette capacité de danse vibratoire, énergétique, qui vient du dedans. C'est le dedans c'est comme si, en fait, on va chercher dans le dedans, dans notre intériorité, dans la sensibilité de notre cœur, on vient s'y fondre pour laisser grandir ce qui sommeille depuis toujours, c'est-à-dire une force de vie, oui, certes, mais surtout une force d'amour incommensurable. Et c'est cet amour qui nous danse. Et à partir du moment où on peut se vivre dans cette situation-là, alors dans méditation sonore et dansante, ça peut être des sons que le danseur lui-même émet, mais ça peut aussi être le groupe qui chante cette vibration, et c'est cette vibration qui est intériorisée, vient rejoindre la vibration du danseur et le met en mouvement. Et lorsque cela se passe, évidemment, ça vient réveiller toute l'énergie cosmique dans le corps. C'est effectivement aussi lié à cette force qu'on appelle Kundalini. Mais la Kundalini peut venir remettre
de l'auto-guérison à chaque étape des centres énergétiques à partir du moment où il y a eu un nettoyage et une purification. Donc tout ce que nous allons faire avec le son et avec les voix et avec les chants, ça vont contribuer à je dirais, une purification, à une unification du corps pour que lorsqu'on a accès à cette énergie divine qui passe à travers nous, que effectivement elle n'ait qu'un seul objectif, c'est d'harmoniser le divin en nous. Parce que ça, c'est vraiment l'un des problèmes que l'on rencontre assez souvent, c'est que des personnes se trouvent dans des pratiques qui viennent les mettre en expansion, qui viennent ouvrir, sauf qu'il n'y a pas suffisamment de nettoyage et de purification, ce qui fait que cette énergie-là, au lieu d'être utilisée de manière divine, bien elle est utilisée pour des énergies beaucoup plus basses et qui sont nettement moins recommandables. À ce niveau-là, pareil, je ne vais pas donner beaucoup d'explications. Si vous voulez en connaître un peu plus à ce niveau-là, je vous mettrai le lien au-dessus de la vidéo. Vous pouvez aussi aller voir une vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet, sur la Kundalini, une autre vidéo que j'ai déjà faite sur l'importance de se purifier, de se nettoyer avant des initiations. Et effectivement, lorsqu'on peut être dans un moment où c'est le cosmique qui nous traverse, y a-t-il quelque chose de plus initiatique que cela? Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous rejoindre lors des formations Energetic Healing Dance de juillet, il y a encore cette possibilité ici, lors de ce stage de méditation sonore et dansante, où nous allons rentrer aussi dans les détails de cette danse afin de pouvoir vraiment bénéficier non seulement des forces d'auto-guérison, mais de la guérison que nous apportent également les forces cosmiques. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à cliquez sur j'aime. Si vous avez appris quelque chose, que vous connaissez d'autres personnes qui pourraient être très intéressées aussi d'apprendre sur le son, sur la vibration, sur la musique, sur la danse, eh bien partagez la vidéo, ça va faire tourner les algorithmes YouTube et nous ça nous motive. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo dans les commentaires et nous serons présents pour vous répondre. À très bientôt.